Donc j'ai la responsabilité d'introduire cette présentation de Jacques Samelin. Donc en deux mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Blanchet. Et avec Serge, je co-anime la commission Solidarité Internationale. Voilà, j'ai eu un devoir de vacances qui était de me plonger dans les travaux impressionnants de Jacques Samelin. C'était une belle entreprise et je vais essayer de partager un certain nombre de choses rapidement que j'en retire pour ouvrir cet exposé. Alors d'abord pour faire le lien avec ce qui a été dit depuis le début de la matinée, en fait avoir le programme et avoir déjà tout ce qui s'est dit, il y a un aspect extrêmement fort dans le MAN, c'est le fait de développer des réflexions et des actions non violentes depuis les relations interpersonnelles, voire même le côté très personnel, jusqu'aux conflits géopolitiques et planétaires, en passant par les tensions sociales dans nos quartiers. Avec l'intervention de Jacques Samelin, on va avoir deux dimensions particulières qui vont être mises en valeur. D'une part, c'est l'importance du travail de recherche académique pour penser et construire des alternatives. D'autre part, et là c'est vraiment sa spécialité, c'est la possibilité et la nécessité de réfléchir sur la résistance civile dans des situations où elle apparaît à première vue dérisoire. L'Europe sous occupation nazie, les sociétés en proie à la folie génocidaire. Alors, on va parler de recherche, mais Jacques Samelin a d'abord été un militant non violent et acteur de la création du MAN, c'est important de le dire. Ensuite, au cours des années 80, il a réalisé une thèse sur la résistance civile sous le nazisme, et à partir de là, il a développé une carrière d'historien reconnu internationalement. Comme le dit Christian Mélan dans une biographie à paraître dans Alternative non violente, cette revue a, sous sa direction, gagné en crédibilité dans les milieux intellectuels. De fait, lorsqu'on lit ses ouvrages, à commencer par Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe, on est admiratif de la richesse de sa documentation, de la précision et de la rigueur de ses analyses. Dans ce livre, il distingue la résistance civile de l'action non violente. Selon lui, l'action non violente nécessite l'adhésion à une philosophie et l'inscription dans une histoire spécifique, mais son étude systématique des modes de résistance civile fournit un matériau précieux pour construire et crédibiliser les stratégies non violentes. Dans ses travaux sur les massacres et génocides, il montre comment des entrepreneurs identitaires créent les conditions qui vont rendre possibles ces crimes. Mais il montre aussi comment des individus et des groupes sociaux résistent à la furie collective, refusent de plonger dans la barbarie et contribuent à la survie d'hommes, de femmes et d'enfants. Ainsi, Jacques Samelin contribue à la réflexion sur la façon dont la communauté internationale peut tenter de prévenir de tels massacres. Donc, depuis les actes, même très modestes individuels, jusqu'à la communauté internationale, il couvre tout ce champ, depuis les relations interpersonnelles jusqu'à celles entre les États. Ce qui est aussi très fort dans ce qu'il écrit, c'est que Jacques Samelin n'est jamais naïf, il ne se fait pas de mots et accepte d'affronter les limites de nos actions. Il en est d'autant plus crédible dans ce qu'il propose. Jacques Samelin a aussi, à un degré très prononcé, une qualité qui est à la base de la démarche non violente, c'est sa capacité d'écoute. Capacité d'écoute profondément touchante et intellectuellement fructueuse, selon les termes de l'historien André Leuss, rendant compte de son ouvrage sur Vichy et les Juifs. Voilà, alors puissions-nous faire preuve d'une telle attitude d'écoute, à l'écoute de ce que Jacques a à nous partager. Ben merci, mais tu as dit l'essentiel. On passe à la pas de questions. Serge, il a raison, je suis pas lyonnais, je suis désolé, je suis parisien, mais je suis lyonnais de cœur. Je suis lyonnais de cœur pour la première raison, c'est que c'est à partir de Lyon que j'ai participé, on va dire, à une réflexion sur la fondation du MAN, et aussi à travailler de plus en plus pour une revue qui s'appelle Alternative non violente, qui est lyonnaise. Et tout ça s'est passé avec mon ami Christian Mélan, qui n'est malheureusement pas là cet après-midi, il était dans la salle ce matin, qui est un fondateur du MAN et qui est un fondateur d'ANV, avec Christian Delorme, que vous avez vu, et aussi une autre personne qui s'appelle Georges Didier. Donc je voudrais vraiment citer leur nom tout de suite,
parce que c'est mon attachement à Lyon, à la gare Perrache, et à remonter la rue Claude Bernard pour aller à la Mecque, retrouver Christian pour des réunions que nous avions. Voilà, c'est le petit côté romantique. Alors, puisque nous sommes sur les archives, je voulais d'abord vous parler des archives. Rendre des archives vivantes. Pour deux choses. D'abord, dans l'histoire du MAN. Le MAN est créé officiellement en 73-74, mais il va se passer un événement vraiment important, 10 ans plus tard, dans une période où les militaires s'interrogent sur l'esprit de défense des Français. Pourquoi? Parce qu'on s'inquiète d'une possible menace soviétique, de plus en plus réelle. Et c'est dans ce contexte que Jean-Marie Muller a suggéré alors au ministre de la Défense, Charles Hernu, de rédiger une étude sur les possibilités d'une défense civile non violente en France, dans ce contexte de l'époque. Incroyable, le ministre a dit oui. Et nous sommes donc 3 à devoir rédiger un rapport en 1 an pour le ministre de la Défense, pour le Premier ministre. Et ça a été le travail de Muller, Mellon et Sénat. Et je voulais absolument vous montrer ce rapport, la dissuasion... Ah, j'ai pas mis alors. La dissuasion civile, dont je m'honore d'avoir trouvé le titre, bon, je le dis ça en passant, qui est un travail réalisé de façon vraiment positive, constructive, à l'échelon du Premier ministre, avec des militaires, des hauts fonctionnaires de la défense. Et ce livre, je l'ai relu en partie, il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli, en particulier pour la 3e partie et la conclusion. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui on pense encore plus aussi peut-être à une menace, non pas soviétique mais russe. Donc ce livre, je suis sûr que vous ne le connaissez pas trop, il est absolument indisponible, et c'est pourquoi j'ai proposé à Serge Pellin, ici présent, de le scanner et de le mettre accessible sur Internet. Au moins la 3e partie et la première partie et la conclusion vaut la peine. Et je me reproche de ne pas avoir pensé dans l'époque à faire traduire ce livre en anglais. Parce qu'il est d'actualité. Il y a récemment un colloque très important en Allemagne, mais quand même réel, sur la Civilian Based Defense. On a cité ce travail et il n'est pas disponible. Donc j'ai un appel voilà, public au sens où peut-être y aurait-il un bénévole ou une bénévole très bon en anglais qui accepterait au moins, non pas traduire tout le livre, mais au moins la 3e partie et la conclusion. C'est un livre important qui mériterait d'être discuté. Deuxième chose, c'est pour les archives encore. Il faut que vous vous rendiez compte que j'étais très engagé dans le MAN. J'étais le premier militant permanent politique du MAN en 1976. Et j'étais en même temps très engagé dans la revue Alternative non violente. Et voilà, vous connaissez, vous l'avez vu. Voilà. Sur la table de presse. J'ai travaillé beaucoup avec Christian, qui n'est pas là, donc Christian Mellon, et cela me passionnait de plus en plus. Et donc, nous avons construit des numéros de plus en plus solides, on va dire, d'un point de vue intellectuel, avec des personnalités de premier rang, des journalistes, puisqu'on parlait de journalistes, Serge July, Michel Bosquet, alors ce nom vous dit plus rien, ou André Gorz, mais c'était celui qui parlait d'écologie dans le Nouvel Obs à l'époque, mais des historiens comme Michel de Certeau, comme l'anthropologue René Girard, comme des philosophes comme Michel Serres, etc. C'est incroyable le nombre
d'auteurs, enfin de personnalités de premier rang qui se sont exprimés dans cette revue. Alors c'est vrai que cela tient au fait que Christian m'avait demandé de m'en occuper, mais je ne peux pas ne pas parler de la personne, de la toute jeune militante d'Humann, qui s'est aussi passionnée pour ce travail, qui est devenue secrétaire de rédaction, qui est dans la salle, mais j'en étais sûr, elle s'est mise au fond de la salle. C'est Béatrice Arnoux. J'en suis revenu à penser que la résistance passive, c'est une notion genrée. C'est une représentation masculine de la force par rapport à une autre force qui ne serait pas armée et qui serait peut-être plus faible. Non. Donc ça ne m'enlève pas du tout. Et je ne sais pas si les journalistes sont toujours là. Ils sont partis, évidemment. D'accord. Évitez, s'il vous plaît, le mot de résistance passive. Parlez de résistance civile, par exemple. Résistance civile, c'est la résistance des acteurs de la société, de la mobilisation de la société civile par des moyens non armés. C'est proche de désobéissance civile. Désobéissance civile, on pense à la transgression, à la désobéissance, mais la résistance civile, c'est plus large. Ça inclut les manipes, les boycotts, ça veut dire toutes sortes de... C'est beaucoup plus pertinent, et on est dans la résistance. Dans la résistance, dans un système politique autoritaire, ou... Bon, voilà. Donc, j'ai pris cette notion de résistance civile, et c'est à partir de cela que j'ai fait ma thèse pour travailler, finalement j'en ai trouvé sur une trentaine de cas de résistance civile dans toute l'Europe nazie. Et à partir de ça, j'ai construit des problématiques sur les facteurs de succès et de vulnérabilité. Il était hors de question que je ne parle pas des limites de la résistance civile. Voilà, c'était mon premier. Et puis après j'en ai fait un deuxième, et ça c'était très intéressant que vous parliez des médias, parce que mon deuxième livre sur la résistance civile à l'échelon de l'Europe, ça a été pour montrer l'importance des médias en Europe de l'Est dans l'ouverture du mur de Berlin. C'est un autre livre d'ailleurs qui rend hommage aux journalistes, ça s'appelle « La liberté au bout des ondes ». Et alors, c'est bien sûr des journalistes qui sont à l'étranger, mais c'est les acteurs de la société civile, de la résistance civile, que ce soit en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie à l'époque, ou en Russie, ou en Union soviétique, qui se sont servis des médias pour faire valoir leur combat à l'ouest, que ça ait des conséquences à l'est, etc. Enfin, je vais pas... Donc ça, c'est... Bon, sur ces deux sujets-là, j'ai passé 15 ans. Hein. Et puis tout à un moment, des gens me disaient « Ouais, mais tu travailles pas sur l'horreur, sur ça. Tu travailles pas sur... » C'est des profs, c'est un prof que j'adorais, qui me dit « Bon, maintenant vous avez travaillé sur la non-violence, maintenant il faut que vous coltinez la violence. Vraie, la vraie. » Ben oui, c'était Pierre Asner, c'est quelqu'un que j'ai adoré, qui est décédé aujourd'hui, qui était prof à Sciences Po. Et ça a été un tournant pour m'emparer de ce sujet avec mon capital non-violent, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il me venait à l'esprit que pour être crédible sur la dimension non-violente des conflits, il fallait se coltiner l'horreur, la barbarie. Et donc ça a été un changement dans mon travail pour travailler sur la massacre et le génocide. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait deux personnages qui m'avaient précédé. C'est Robert Payne, que peut-être certains connaissent, qui est un biographe de Gandhi, qui a fait une très belle biographie de Gandhi, et qui a écrit deux ans plus tard un livre qui s'appelle Massacre, sur les massacres entre hindous et musulmans. Puis j'en ai trouvé un autre en Afrique du Sud, qui s'appelle Leo Cooper, qui a écrit un livre sur résistance passive en Afrique du Sud, c'est l'évocation de Gandhi, c'est le travail sur Gandhi. Et puis arrivé aux États-Unis, il a écrit le premier livre sur le génocide, qui s'appelle Genocide and its Political Uses in the 20th Century. Il m'avait précédé. Et bien je continue cela. Et donc je me suis mis à travailler sur génocide, mais génocide c'est un mot qui m'embêtait parce qu'il est instrumentalisé de toutes sortes de manières, et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui. Et je le vois encore plus aujourd'hui. Donc j'ai décalé pour prendre la notion de massacre, que je définis comme une action le plus souvent collective de destruction de non-combattants. Action le plus souvent collective, parce qu'on massacre vraiment tout seul. Vous n'avez qu'à penser à Mohamed Merah, par exemple, au début on pensait que c'était un loup solitaire à Toulouse. Non.
Et il y avait un micro-réseau autour de lui. De destruction parce qu'on ne tue pas seulement, on brûle, on viole, on détruit les récoltes, etc. Et de non-combattants parce que c'est pas, voilà, c'est des hommes, des femmes, c'est des femmes, des enfants, mais aussi les... Donc je suis parti de cette notion. Alors, si je me lance là-dedans, ça va être très très long, c'est pas possible, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai construit un peu une école de pensée du massacre. C'est-à-dire, je l'approche d'abord comme un phénomène, processus rationnel. On croit toujours, oui, on tue les enfants, etc. Non, les gens qui font ça, c'est des politiques, c'est des militaires. Ils ont un calcul. Ça répond à un calcul, ça répond à une rationalité. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Mais il faut prendre aussi en compte une dimension qu'on va qualifier, mais je vais très vite, d'irrationnelle, entre guillemets, enfin de psychopathologique, c'est-à-dire que c'est accompagné d'éléments dans les discours de paranoïa, de l'autre perçu comme incarnation du diable, du mal, du terroriste, etc. Bon, il va y avoir cette dimension psychopathologique. Mais en même temps, ces gens, en général, ils sont terriblement normaux, ordinaires. Et on se dit, si on était dans les mêmes situations qu'eux, oh, qu'est-ce qu'on aurait fait? Problème. Et donc, j'ai avancé vers une troisième approche, et c'est ça que je veux mettre en avant. Le massacre, pour moi, c'est un processus mental. Ça se joue dans nos têtes. C'est littéralement une opération de l'esprit. C'est une représentation d'un autre à humilier, à exploiter, à violer, à chasser, à tuer en tout en partie. Donc c'est un processus lent. C'est un processus lent, mais attention, il peut y avoir une accélération stupéfiante. Et c'est un mélange entre le réel et l'imaginaire. Les nazis n'ont pas inventé les juifs, ils ont une tradition millénaire, mais ils en ont une vision délirante. Et c'est cette imbrication entre le réel et l'imaginaire qui est difficile à penser et qui est toute la complexité que nous avons à affronter pour essayer de comprendre ce processus du massacre. Et c'est là où on va revenir à une réalité, c'est que le massacre n'est pas fait simplement pour des sociétés exotiques du Sud, du Moyen-Orient, de l'Est, etc. C'est le massacre, c'est une virtualité dans toute société, y compris nos sociétés démocratiques. Et ça oblige à essayer de penser pourquoi ça peut arriver. Et ce que je viens de vous dire sur cette représentation entre le réel et l'imaginaire, eh bien, ce sont des sociétés qui sont en crise, où il y a la peur. Ce sont des sociétés où il y a une crise institutionnelle, par exemple, où il y a des problèmes économiques, où il y a la mondialisation, où des jeunes ne trouvent pas forcément du travail, où il y a de la misère sociale, etc. Et dans ces sociétés-là, tu as cité le thème tout à l'heure, ce que j'appelle des entrepreneurs identitaires. Ils se disent, oh oui, c'est vrai, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais si on commençait par se débarrasser de ces gens-là, oh, on n'aurait peut-être pas tout résolu, mais ça irait mieux. Ces gens-là, alors ces entrepreneurs identitaires, d'abord, ça peut être des intellectuels, ça peut être des artistes, ça peut être des responsables politiques, hommes ou femmes, ça peut être des religieux. Ce sont tous des gens qui sont des professions de l'esprit. Et les médias, puisqu'on parlait des médias, ça joue un rôle énorme dans la montée de la peur, dans la mise en avant des émotions. Et tout ça, il va y avoir une sorte de polarisation de la société entre eux et nous. Eux, c'est l'autre en trop. C'est l'autre de trop. Vous voyez? Ah, il n'est pas comme nous, il n'a pas la même religion que nous. Il est étranger. Il ne parle pas la même langue. Puis ils sont mauvais. Comme Chirac l'a dit une fois. Hein? Donc voilà, et puis nous, on a notre religion, on a notre nation, on a notre identité, etc., etc. Donc il va y avoir une sorte de polarisation comme ça, par le discours. Et si ça prend bien,
cette peur-là, elle commence à être un peu maîtrisée. C'est-à-dire que, si vous voulez, cette peur, elle va créer la haine. Et quand vous savez qui est votre ennemi, alors vous avez moins peur. Vous savez quelle solution prendre. Voilà, je pourrais développer beaucoup ça, c'est dans mon livre « Purifier et détruire ». Hein, tout un programme, usage politique des massacres et génocides. Alors il ne faut pas croire que c'est c'est automatique. Il y a des discours incendiaires qui n'enflamment pas grand-chose. Dieu soit loué. Mais parfois, dans certaines situations de crise politique, de crise internationale, de crise économique, ça peut prendre. Et c'est là où c'est quelque chose qu'il faut bien analyser. Et c'est ce que j'essaye, ce que je vous dis, c'est le début du raisonnement. Mais après, j'essaye d'analyser les facteurs qui peuvent faire monter un pays vers le pire, que ce soit par exemple la guerre civile, voire le génocide. Puis le troisième, je vais peut-être en parler, je ne sais pas combien de temps il me reste dedans. Ah bon, ça va, parce que j'essaie de parler assez vite. 10 minutes hein 30 minutes avec la salle. 30 minutes avec... Oh, c'est bon, 10 minutes pour moi. Oui, donc le troisième aspect, ça, purifier et détruire, j'y travaille toujours, mais c'est 10-15 ans aussi derrière. Hein. Et la troisième étape de mon travail, le troisième de développement de mon travail, c'est de revenir au survie et au sauvetage, à la résistance civile, dans des situations génocidaires. Et je dois le dire que c'est à une femme extraordinaire que je tiens, que j'ai fait, par lequel j'ai fait cette évolution, sans qu'elle le sache vraiment au départ, c'est Simone Veil. Puisque j'ai eu la chance de rencontrer Simone Veil plusieurs fois. Et un jour de 2008, c'était juste un peu après son discours du Panthéon pour l'entrée des Justes, elle m'a dit « Monsieur Selma, pourquoi vous ne travaillez pas sur le fait que les 3/4 des Juifs ont survécu en France ?» Ah, oui, c'est une bonne question. Une survivante d'Auschwitz qui vous dit ça. Et moi, je venais de parler génocide avec elle. Elle m'a dit « Non, je ne vois pas. » Donc ça m'a remis vraiment dans mes travaux sur la résistance civile, et à ce moment-là, je me suis lancé dans une grande enquête. Je me suis lancé dans une grande enquête, d'une grande recherche sur le fait de, finalement, Serge Klarsfeld le dit, mais c'est jamais dit par les journalistes, s'il vous plaît, mesdames, messieurs les journalistes qui êtes là. Serge Klarsfeld, il a dit que, eh bien, en comparaison des autres pertes de juifs dans toutes sortes, dans l'Europe nazie, la France est celle qui a eu l'une des moins de pertes, mis à part le Danemark et la Finlande. La Bulgarie, non? Non, la Bulgarie, c'est... Il y avait un article dans VE. Oui, mais on peut éventuellement... Enfin, ça se discute les chiffres, mais je pense que la Finlande et le Danemark sont... Et bon, je ne vais pas rentrer dans... En tout cas, c'est la proportion... Les 25% qui sont morts, bien sûr, c'est terrible et il ne faut jamais les oublier. Mais comment comprendre que les 3/4 des Juifs ont survécu en France alors que le pays est occupé par les Allemands, alors qu'il y a un gouvernement collaborateur? Mais il était hors de question que je dise que ça tienne à Vichy. C'était simplement pas possible. Mais il fallait essayer de comprendre comment. Et du coup, je vais vous donner quelques éléments. J'ai commencé par revenir sur le « eux » et le « nous », parce que c'était flagrant dans les années 30, l'antisémitisme et les étrangers, hein, la xénophobie. La France avait certainement été atteinte par cela. Mais est-ce que c'était le cas de tous les Français? Les historiens ont parfois défendu cette thèse. Mon avis était que non, puisque quand on travaille sur le sujet, on sait que les Juifs, l'essentiel, ils ont été à la campagne, beaucoup, et ont été
la France était un pays rural, ils ont été se planquer à la campagne. Et si les Français avaient tous été antisémites, n'est-ce pas, eh ben, il y aurait eu beaucoup de délations. Ben, il n'y en a pas eu tant que ça. Donc ça tient pas la route. Donc j'essaye de montrer ça. Mais ensuite, il faut comprendre comment ça s'est passé, par exemple au moment du Veldiv. Ben oui, le Veldiv, c'est une opération Vichy, c'est de Vichy et des Allemands. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont... les gens... voilà, il y a des Juifs et des étrangers à Paris, etc. Ben vous allez avoir des manifestations d'entraide, ce que j'appelle des petits gestes. Surtout rentrez pas chez vous. Hein. Ou surtout tournez à droite, parce qu'il y a le quart de flic qui est à gauche. Vous voyez? Ça, c'est très documenté. J'ai fait de l'histoire orale pour ça, mais on trouve ça dans des témoignages de Juifs eux-mêmes. Donc, je vais mettre en avant ces petits gestes. Ce n'est pas de la résistance civile. Ce sont des petits gestes. Et ces petits gestes, ils ont beaucoup aidé. Donc ça, j'essaie de mettre ça en avant. Et puis ensuite, à travers le propos des témoins, j'ai vu qu'il y avait toujours des mêmes figures de l'entraide. Celui qui prévient du danger, que j'ai appelé l'ange gardien, mais ce n'est pas un mot, c'est pas une notion qui me plaît bien, mais j'en ai pas d'autre. L'hôte, celui qui accueille, le nourricier, c'est pas forcément le même, qui apporte à manger, un peu, le faussaire et le passeur. Ces cinq, je soutiens que ces 5 personnages de l'entraide sont des figures universelles de l'entraide. Est-ce que tu peux les renommer, les 5? Ben, l'ange gardien, oui. Mais ça fait un peu religieux, mais si vous trouvez un... C'est pas ce que je voudrais, mais je ne trouve pas d'autres termes, ce qui convient du danger. L'hôte, le faussaire, pardon, le nourricier, avant, le faussaire et le passeur. Vous le retrouvez... Alors écoutez, vous avez peut-être lu les frères Joffo, le sac de billes. Ben amusez-vous, vous allez les retrouver tous les 5 qui sont là. Sauf peut-être pas le nourricier. Mais après, je l'ai mis parce que c'était important. Donc ça c'est un tournant dans l'opinion, c'est un tournant dans la France à l'été 42. C'est un tournant parce que les Français, ceux qui sont, si on parle de Paris, région parisienne, ils sont choqués, émus qu'on arrête les femmes et les enfants. Ça, c'est un tournant, et tous les historiens sont d'accord là-dessus. Mais il y a aussi la résistance qui va venir, et la résistance civile de sauvetage. C'est-à-dire, c'est une entraide spontanée qui va devenir organisée, avec ces 5 fonctions que j'ai proposées tout à l'heure. Ça va être repris par des organisations juives, par des organisations chrétiennes, par des organisations, et même politiques. Il y a un mouvement national contre le racisme qui s'y met. Donc, ça, on va le voir développer en 42 cas. Et figurez-vous que ici, dans la région lyonnaise, vous avez un exemple de résistance civile de sauvetage qui est certainement le plus important dans ce pays. C'est ce qui s'est passé au camp de Vénissieux, fin août 1942, où une centaine d'enfants juifs ont été exfiltrés de ce camp par plusieurs organisations. Ils ont tous bossé ensemble, les éclaireurs israélites de France, l'amitié chrétienne, la CIMAD, etc., etc. C'est bien documenté, et avec le soutien in fine du cardinal Gérier. Bon, ça c'est un exemple de résistance civile. Donc si vous voulez, en travaillant, en passant de l'entraide à la résistance civile, je vais retrouver ma notion de résistance civile dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale en faveur des Juifs pour qu'ils ne soient pas déportés. Et vous me direz, ça peut se passer un peu partout, en fait, quand même. Si vous regardez même la Pologne, etc., même la Belgique, etc., donc c'est pas spécificité à la France. Sauf que les historiens montrent que ces mouvements d'aide, de résistance, ont été particulièrement importants dans notre pays. Voilà. Et c'est par là où on touche aussi à autre chose. C'est les structures culturelles, les valeurs culturelles de ce pays. Pour expliquer cette résistance de sauvetage, il y a très probablement le christianisme. Christianisme par les protestants, pionniers, enfin souvent présentés comme pionniers de l'aide aux juifs,
Encore qu'il ne faut pas oublier les catholiques, parce que là on va retrouver, n'est-ce pas, Lyon, avec le père Chaillet, fondateur de l'amitié chrétienne, qui dès 41 va se mobiliser et créer un journal que vous connaissez certainement, qui s'appelle Témoignage chrétien, avec ce titre fabuleux qui parle, ce premier numéro, qui parle encore pour aujourd'hui. France, prends garde de perdre ton âme. Ben voilà, il faut vous penser aux catholiques. Mais si vous restez dans les valeurs uniquement chrétiennes pour comprendre ce développement de l'aide et de la résistance, on risque de manquer un autre élément, c'est aussi la dimension républicaine de la France, avec les instituteurs, les profs, qui ont beaucoup aidé les enfants juifs. Alors c'est une chose qui est peu connue. La France, avec le Danemark, est les deux pays où les enfants juifs ont été toujours acceptés à l'école publique, sauf exception. Or, ces instituteurs qui voyaient des enfants de familles étrangères arriver dans leur classe, les ont aidés. Donc, voilà. Donc, je pourrais développer cette dimension aussi républicaine. Après, je pourrais encore développer d'autres facteurs, parce que ça ne tient pas simplement aux structures, à ce que je vous ai dit. Il y a d'autres facteurs géopolitiques. Moi, ma manière de penser, c'est toujours d'essayer de voir une pluralité de facteurs pour comprendre un phénomène complexe. Vous voyez ? Donc c'est pareil, c'est ce que je vous dis là, et c'est dans un livre, le livre qui exprime le mieux là où j'en suis arrivé, c'est mon livre qui s'appelle La survie des Juifs en France, 1940-1944, préfacé par Serge Klarsfeld, aux presses du CNRS Édition, et maintenant il est aussi en livre de poche. Et comment ? On va prendre des questions. Oui, c'est ça. Et je trouve que du point de vue médiatique, ce type d'approche n'est pas mis en avant pour des raisons qui sont parfois aussi un peu obscures. Mais ce qui est sûr, voilà, je vais arrêter là. De toute façon, j'avais pratiquement terminé. C'est juste que je n'oublie pas, ce que je veux vous dire, je n'oublie pas toutes les horreurs qui se passent en ce moment. Hein, ça c'est clair. Le Moyen-Orient, les résistances civiles qui ont échoué aussi dans ces 10 dernières années. Je pense aux femmes iraniennes. Moi, je suis très ému, très bouleversé par ce qui se passe en Iran et ces femmes iraniennes qui essayent de construire une forme de résistance civile. Donc, je n'oublie pas ça. Si j'avais une deuxième vie, je me mettrais à travailler sur ces cas-là. Mais ça ne va pas être possible. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est ce que je vous raconte brièvement, c'est comment je me suis transformé de militant politique professionnel, quasi-professionnel, à chercheur, professeur, etc. Et c'est en quelque sorte une sorte de legs intellectuel que je vous fais aujourd'hui comme chercheur en histoire, en sciences politiques, pour le mouvement non-violent. Je vous remercie. La plupart des livres sont disponibles, alors bien sûr pas le que sais-je, celui sur l'initiation civile, mais sont disponibles sur la table de presse pour ceux qui voudraient approfondir ces questions. Voilà, donc on va peut-être prendre 2-3 questions, ou plutôt, tu préfères regrouper les questions ou... Non, comme ou répondre à chaque question alors, peut-être, ouais. Ouais. Alors, il faut dire tout bien à gauche. Alors, en face, Oui, en face, légèrement à droite. Oui. Donc voilà, merci pour cet exposé. Je voulais parler des massacres de masse, donc des génocides qui se produisent au sein même d'un État donc, génocidaire, ou voilà, des restrictions de liberté et qui commet effectivement des massacres sur une partie de sa population. Bon, ça a été le cas, bon, je pense effectivement aux Arméniens à l'époque du génocide commis par
l'État, c'était l'Empire ottoman, donc le gouvernement jeune turc, qui n'a toujours pas été reconnu, jamais reconnu. Et puis, donc, son affilié, l'Azerbaïdjan, qui, donc, très récemment, il y a exactement un an, a fini par complètement procéder à une épuration ethnique, donc chasser la totalité de la population du Karabakh, 120 000 personnes, et qui prépare une COP29, donc là, d'ici, s'apprête à accueillir la COP29, donc d'ici un mois et demi, avec effectivement toutes les personnes qui sont résistantes, qui veulent faire entendre ce qui se passe dans ce pays, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques, torture, etc., et qui sont complètement bâillonnés. Donc comment faire de la résistance civile dans ces cas-là, quand toute la communauté internationale ne dit mot, voilà, sur ce qui se passe et cautionne donc un État qui est génocidaire, proprement. Voilà, ça paraît très compliqué. Alors peut-être une autre question, une ou deux autres. Voilà, il y a ici. Donc, alors moi, c'est Vincent Plazy. Encore merci, Jacques Semelin, pour vos travaux et vos travaux engagés. Moi, j'ai une question sur la résistance civile. J'entends bien comment on peut rentrer en résistance dans un élan, en disant c'est pas possible, mais je m'interroge sur comment on peut durer dans la résistance civile. Et est-ce que c'est de l'ordre d'une organisation, d'une spiritualité? Enfin, qu'est-ce qui fait que quand on rentre en résistance, on arrive à durer? On peut prendre une troisième question et puis Jacques répondra. Donc là, Merci Jacques, et merci encore. Je reviens au premier livre que tu nous as montré, donc, qui était la dissuasion civile. Quand j'étais objecteur au MAN il y a 40 ans, ça a été mon livre de chevet, et j'ai compris qu'au-delà de la simple objection de conscience, il y avait aussi la possibilité de construire une défense civile populaire, non violente. Et il y avait un petit peu à l'époque au MAN une opposition entre ceux qui se disaient qu'il fallait travailler sur le militaire et ceux qui voulaient travailler sur le civil. Et en fait, alors là je parle sous ton contrôle, mais je crois que la réaction de l'armée face à ce rapport permet justement de faire le lien entre les deux. C'est que les militaires ont dit, c'est super ce que vous dites, effectivement, une société peut s'unir contre un agresseur et résister, mais le problème c'est qu'on est en France, c'est que les Français ils sont tous opposés les uns aux autres. Donc ce qui était un argument pour eux pour mettre ce rapport de côté, était au contraire pour nous l'idée de se dire mais il faut qu'une société elle doit être solide, solidaire, sinon effectivement elle peut résister à rien. Et face à la montée des entrepreneurs identitaires dont il nous a parlé, comment tu vois la situation aujourd'hui? on peut commencer par les deux premières questions sur la résistance civile. À propos des Arméniens, bien sûr, j'ai oublié de dire que dans la revue alternative non violente, j'ai organisé une table ronde, alors j'étais rédacteur en chef à l'époque, donc sur ça s'appelait génocide et persécutions de masse. Et il y avait Yves Ternon pour les questions des Arméniens, mais il y avait aussi Poncho pour le Cambodge. Enfin, il y avait 5, c'était vraiment une rencontre formidable qui m'a absolument passionné, avant même que j'avais eu l'idée de travailler sur ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais c'est la première table ronde qui a eu c'est la première rencontre qui a eu lieu en France entre 5 cas horribles pour évaluer les ressemblances et les différences. Et surtout, ce qui était très important, c'est que Léon Poliakov, qui a été le pionnier de l'histoire du génocide en France, avait accepté de participer à cette table ronde. Et j'ai une relation d'amitié vraiment forte avec Léon Poliakov. Et c'est une phrase que j'ai jamais oubliée de lui, c'est « L'événement ayant une multiplicité de causes, il est impossible de connaître la cause de l'événement ». C'est génial.
Voilà. Alors c'est pourquoi pour les Arméniens, pour les Arméniens, ben, vous avez raison, vous savez, ce que vous avez posté, vous avez pointé, c'est le contexte international. C'est le contexte international qui joue énormément pour alimenter ou pas des violences de masse en cours ou en préparation. Donc on est impuissant par rapport à ça. Ne serait-ce que par rapport à Israël, aujourd'hui, le contexte international joue, puisque les États-Unis, tout en disant qu'ils veulent réduire, doivent continuer à livrer des armes à Israël. Et ça, on va le trouver dans tous les cas. Hein. Donc, j'ai pas de réponse à ce que vous dites en termes de réaction. Ce qui est possible, en revanche, ce sont tous les liens qui peuvent exister à l'intérieur d'une société pour faire en sorte que les victimes soient aidées. C'est ce qui s'est passé en France par rapport aux Juifs, en fait. Il y a eu une entraide qui est assez importante. Il y a eu de la délation, elle est réelle, mais elle a été excessivement exagérée. Il y a eu de l'entraide et il y a eu aussi du silence, c'est-à-dire qu'on n'a pas dénoncé son voisin. Et tout en sachant qu'il y avait des Juifs là, dans un immeuble ou dans un village. Donc, les deux réponses, c'est ça, c'est la possibilité d'une réponse internationale. Et ben, si on n'en a pas, qu'est-ce que c'est? C'est une autre phrase que j'aime bien, c'est malheureusement, c'est d'autres l'ont fait, tous l'ont laissé faire. Enfin, je ne vais plus retrouver, je suis trop fatigué. Mais en tout cas, c'est la passivité de la communauté internationale. Et ce qui reste, c'est des micro-résistances d'entraide dans le pays lui-même. Alors, l'autre question qui est durée. C'est la durée. Alors, ah oui, la durée de la résistance civile. Question absolument majeure. Il faut que je vous signale, j'ai oublié de le dire, un livre qui est sorti aux États-Unis de Erika Chenoweth et Maria Stephen. Le titre c'est Why Civil Resistance Works. Et ça, je suis très fier parce qu'ils ont repris la notion de résistance civile de mon travail. Même si en France, le titre s'appelle Le pouvoir de la non-violence, et j'en ai fait la préface. J'ai fait la préface de ce livre qui est paru 10 ans plus tard, donc chez Kalman Levy. Elles insistent aussi sur la question de la durée. Ben, la durée, il faut que les gens aient des moyens. Vous savez, une résistance armée, elle ne peut durer que si on lui livre des armes, que si on lui livre de l'argent de l'extérieur. Une résistance civile, pour qu'elle dure aussi, il faut aussi qu'elle ait de l'argent et des moyens. Donc ça va être de l'extérieur. Par exemple, si vous prenez le cas de la Pologne, que j'ai bien connu, bon, ça ne nous rajeunit pas, dans les années 1980 avec Solidarność, eh bien, elle a pu tenir parce qu'il y avait une forte aide de l'extérieur de l'Europe occidentale et en particulier des Français. Pas seulement, des Allemands, etc. Donc, pour toute résistance réussisse, quelle qu'elle soit, il faut qu'ils aient un important soutien extérieur. Pour ce qui concerne la question sur la défense civile non violente, je sais plus. Ah oui, sur l'histoire de la cohésion de la population. Oui. Eh bien, oui, ils ont raison. Simplement, il s'agit de préparer un pays à cela. Et c'est pourquoi la troisième partie du livre mérite d'être lue, parce qu'on insiste sur les dispositifs qui doivent être mis à l'intérieur des ministères, de l'administration, des communes. Une défense civile non violente, ça se prépare. C'est pas comme ça, oh ben ouais, non, c'est pas possible, il faut une vraie préparation. Et celui qui a le plus insisté là-dessus, c'est celui qui m'avait invité aux États-Unis à l'époque, c'est Gene Sharp. Il écrit un livre qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Making Europe Unconquerable. Ça existe toujours pour ceux qui veulent le lire en anglais. Il insistait beaucoup sur la préparation
d'un État, de l'administration, et on peut espérer que cet esprit de défense soit préparé, soit développé de telle manière qu'une société y soit davantage préparée. Mais après, on n'est pas à l'abri de toutes les divisions politiques qui peuvent exister dans ce pays. Ça, c'est certain. Donc on peut prendre une dernière question. Il y avait d'ailleurs une main levée déjà. Ouais, alors, à droite, légèrement à droite. Bonjour, merci beaucoup. C'est une question, mais aussi une réflexion, parce que du coup, vous travaillez au CNRS et que vous faites plein de choses. C'est qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale et la résistance. Je trouve que c'est formidable parce que c'est un exemple qui est extrêmement fort par rapport à l'Europe et que du coup qu'on en tire aussi les bonnes pratiques et ce qui a été fait de bien, c'est formidable. Mais j'ai l'impression qu'on retourne toujours en arrière et qu'on ne parle pas aujourd'hui des résistances qu'on devrait avoir aujourd'hui au quotidien. Certes, on n'est plus dans la Deuxième Guerre mondiale et ce qu'on aurait pu faire, c'était du passé. Mais aujourd'hui, par rapport, par exemple, à tous les migrants qui sont dans une grande souffrance, et la Méditerranée qui est un véritable cimetière, aujourd'hui, j'ai l'impression que nous aussi, individuellement, on devrait se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qui se passe maintenant. Et c'est pas tellement... j'ai l'impression que c'est pas tellement mis en avant. Oui. Merci. Bien sûr, mais vous avez raison, encore qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, peut-être elles ne sont pas suffisamment médiatisées. Moi, là, je vous ai fait un petit récapitulatif rapide de mes travaux, qui sont surtout historiens, mais encore que je suis entre l'histoire et la science politique. Je pense que c'est... Peut-être que vous négligez trop toutes sortes d'initiatives qui se produisent, qui se développent dans notre pays en faveur des étrangers, entre guillemets. Il y a quand même beaucoup de choses. Pour moi, la meilleure prévention de la violence dans ce domaine, c'est tout ce qui va contribuer à créer du lien social entre des membres de la société bien enracinés et ces étrangers. Vous voyez, c'est tout ce qui va créer du lien. Si vous prenez le cas du génocide, il se crée à partir du moment où il existe de plus en plus un fossé entre eux et nous. Je vous ai repris cette expression-là, eux et nous. C'est pas un fossé, c'est un mur psychique. Ces gens ne doivent pas être chez nous. Vous voyez ? Et tout ce qui va contribuer aujourd'hui, et il peut y avoir toutes sortes de manières de le faire, hein, de créer du lien social, économique, avec cet autre, en trop qui peut être une richesse, eh bien, c'est une manière de prévenir la violence. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi en conclusion tout à l'heure, c'est que en fait, on est démunis par la violence et le massacre. Vous savez, j'ai travaillé près de 10 ans sur les massacres, c'est quand même un peu glauque. Hein. On est d'accord. Hein. Et on peut écrire l'histoire comme ça. Il y a des historiens qui adorent, qui sont surtout dans la guerre, j'en connais, etc. Et je pense que travailler sur les stratégies non violentes, les pratiques non violentes, c'est ouvrir un autre champ des possibles. C'est ouvrir vers un autre avenir, une autre éternité. C'est envisager autrement l'être humain, l'homme, la femme, l'homme, dans une situation de conflit. Et c'est ça qui peut créer quelque chose de neuf, de l'espoir, à partir du moment où ce sont des pratiques à la fois individuelles et collectives. Voilà.